Elle a disparu sans un bruit à la foire du comté en 1989. Personne n'a arrêté la musique. Personne n'a fermé les grilles. Et lorsque sa poupée de chiffon fut retrouvée enterrée derrière la cabane d'une vieille femme 20 ans plus tard, ce n'était pas qu'une affaire classée qu'ils ont déterrée. C'était la vérité qu'Eaststone avait ensevelie pour se protéger. Avant de commencer, merci de regarder Minority Struggles. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Cela signifie beaucoup pour nous de savoir que vous êtes là. On est ensemble dans cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. L'été 1989 était assez chaud pour faire gondoler les trottoirs à Easton, Missouri. Marlène Edgewater essuya la sueur de son front alors qu'elle faisait la queue pour une limonade, gardant un œil sur sa fille, Kenya, qui tournoyait autour du manège. La musique était légère et joyeuse, masquant la tension qui montait lentement dans la mâchoire de Marlène. Elle ne venait pas souvent à la foire. Marlène avait 2 emplois et peu de moyens. Mais Kenya avait supplié pendant des semaines. 5 ans, vêtue d'une salopette rose en velours côtelé et de baskets lumineuses. Kenya avait emmené sa poupée de chiffon comme toujours. Celle avec les cheveux en laine effilochée et son prénom cousu sur le ventre en fil rose irrégulier. « Encore un tour, maman, s'il te plaît !» Kenya avait supplié, les yeux écarquillés, les cheveux relevés en 2 couettes rebondissantes. Marlène avait hoché la tête. « D'accord, mais reste là où je peux te voir. » Elle admettait ne pas être le genre de mère qui perd de vue son enfant. Mais à ce moment-là, 3 minutes peut-être, elle s'était tournée pour attraper la limonade chez le vendeur, et quand elle s'était retournée, le manège tournait encore. Mais Kenya avait disparu. La musique continuait, les parents applaudissaient. Personne ne semblait remarquer qu'un enfant venait de s'évanouir dans la nature. Au début, Marlène chercha calmement autour, pensant que Kenya avait fait quelques pas vers le stand de churros, ou peut-être vers le zoo où les chèvres étaient attachées. Mais après 10 minutes à tourner autour du manège, à appeler le prénom de Kenya, à vérifier tous les bancs proches, la panique s'installa. Au bout de 20 minutes, Marlène criait sur des inconnus, arrêtait des gens avec des poussettes, leur demandant s'ils avaient vu une petite fille avec une poupée de chiffon et des chaussures roses. La police fut appelée. Elle arriva lentement. L'agent Riddle, le visage rouge et le souffle court, écouta à peine la voix tremblante de Marlène. Au lieu de former un périmètre ou d'annoncer un confinement, il pencha la tête et dit « Madame, avez-vous bu aujourd'hui ?» Marlène cligna des yeux. « Quoi ? Vous avez l'air très agité. Parfois, les petits s'égarent. Ça arrive. Elle a 5 ans. »« Elle ne s'égare jamais, » siffla Marlène. Il nota quelque chose dans un petit carnet. « Et le père ? Il est dans le tableau. » Marlène le regarda comme s'il avait perdu la tête. Elle était juste là. J'ai détourné les yeux une seconde. Elle ne fugue jamais. Elle avait sa poupée avec elle. S'il vous plaît. Ils lui dirent de s'asseoir à l'entrée et d'attendre. Les enfants reviennent généralement quand ils sont fatigués, marmonna quelqu'un. Un autre agent se dirigea paresseusement vers la grange aux animaux, comme si cela suffisait. Personne ne ferma les sorties. Personne ne fouilla les caravanes derrière les attractions. Quand le soleil se coucha et que la foule se dissipa, une poignée de bénévoles finirent par prendre des lampes torches et faire le tour du périmètre. Quelques femmes de l'église de Marlène restèrent jusqu'à minuit, priant et appelant le nom de Kenya. Mais au matin, les enseignes des stands étaient de repeintes, les manèges nettoyés et le carrousel briqué pour une nouvelle journée. Une nouvelle foule arriva, comme si rien ne s'était passé. Kenya Edgewater avait disparu sans un cri, sans témoin, sans trace. Ce soir-là, Marlène s'assit dans sa cuisine et fixa le bol en plastique où Kenya avait mangé ses céréales le matin même. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle resta simplement là, immobile, comme si son corps tout entier attendait quelque chose de plus fort que le chagrin. La semaine suivante, quelques coupures de journaux publièrent une photo de Kenya en t-shirt blanc et short en jean, souriant à l'objectif avec ses dents de lait manquantes. La légende était brève. Le mot « enlèvement » ne fut jamais utilisé. Les journaux parlaient simplement d'un possible cas d'égarement. La foire continua. La police ne fouilla jamais les caravanes du parc. Elle n'interrogea pas tous les forains ou employés. Un nom manquait dans les registres, Claude Emick. Il ne fut jamais remarqué. Il avait été engagé par un sous-traitant temporaire en maintenance, payé en espèces, et avait quitté la ville en moins d'1 semaine.
Sa fiche de présence était une simple signature sur une feuille tachée. Lucinda Airburn, bénévole de longue date à la foire, responsable du stand des enfants perdus, déclara n'avoir rien vu. Elle vivait seule à 2 pâtés de maison de là, dans une maison bleu pâle aux volets blancs et à la clôture de bois penché. Elle apporta des cookies au commissariat, espérant que Kenya serait retrouvée saine et sauve. Personne ne posa de questions sur l'hortensia qu'elle planta près de son cabanon le lundi suivant. Marlène retourna chaque semaine à la foire pendant 1 an. Elle restait près du carrousel, fixant les chevaux peints, parfois avec une photo de Kenya en main, parfois sans rien du tout. Les gens commencèrent à murmurer qu'elle avait perdu la tête, qu'elle avait peut-être oublié où elle avait mis sa fille, ou que le père était revenu la chercher. Les rumeurs furent une deuxième perte. Ses amis d'église cessèrent de venir. Sa sœur changea de numéro. La poupée ne fut jamais retrouvée. Kenya l'avait dans les bras quand elle avait disparu, comme toujours. Marlène savait que cela voulait dire quelque chose. Sa fille n'aurait jamais abandonné cette poupée volontairement. Elle l'aurait serrée jusqu'à son dernier souffle. Au final, il n'y eut pas de veillée. Pas de photos de classe affichées dans les vitrines. Juste un lent effacement. Une petite fille disparue du monde sans cérémonie. Marlène cessa d'en parler, sauf à elle-même. Certains soirs, elle restait assise au bord du lit dans la chambre rose, fixant la bibliothèque où elle s'asseyait pendant que Kenya prenait son bain. La vie suivit son cours. La foire continua de tourner. Marlène, non. Elle ne changea jamais les serrures. Elle ne repeignit jamais la chambre. Chaque année, elle achetait une nouvelle paire de baskets lumineuses, à la taille de Kenya, et les rangeait dans le placard. Au cas où. Juste au cas où. À l'automne 1989, les rumeurs s'étaient répandues bien au-delà de Maple Hollow Road. Les gens ne regardaient plus Marlène Edgewater dans les yeux quand elle entrait au bureau de poste. Certains traversèrent la rue, d'autres lui adressaient des sourires forcés, comme s'ils voulaient être gentils, mais préféraient surtout oublier. Le bureau du shérif n'avait procédé à aucune arrestation. Il n'avait même pas publié de chronologie. Alors la ville fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle continua. Marlène resta figée. La chambre de Kenya resta intacte. La couverture rose sentait encore légèrement la lotion à la fraise et le talc. Les petits chaussons de danse étaient toujours suspendus à leur ruban sur la poignée de l'armoire. Sur la commode, la couronne en plastique que Kenya portait pour les goûter avec ses poupées. Marlène ne la dépoussiérait jamais, ne la déplaçait jamais. Certains jours, elle s'asseyait pendant des heures sur le seuil, les bras autour des genoux, écoutant le silence, comme s'il pouvait lui murmurer quelque chose qu'elle avait manqué. Le téléphone sonnait de moins en moins souvent. Les dames de l'église qui apportaient autrefois des plats ne venaient plus. Ils ne savaient plus quoi dire. Quelques voisins saluaient encore au loin, mais personne ne frappait à la porte. Personne ne demandait si elle avait mangé. Personne n'évoquait Kenya. Prononcer son nom à voix haute semblait à la fois sacré et dangereux. En 1990, la foire du comté d'Easton avait repris son cours normal. Des banderoles colorées flottèrent dans le vent. Des enfants faisaient des promenades à poney. Du pop-corn débordait sur des bras rougis par le soleil. Il y avait même de nouveaux panneaux de sécurité installés près du carrousel. Mais aucune trace du visage de Kenya, aucun avis de disparition, aucun montage photo en son hommage. La mémoire collective de la ville détourna le regard et fit comme si de rien n'était. Le seul endroit où son nom subsistait encore, c'était dans les pages d'un vieux journal que Marlène tenait. Chaque soir, avant d'aller se coucher, elle y écrivait une lettre à l'attention de Kenya. Parfois courte. « Aujourd'hui, le vent a fait teinter le carillon comme ton rire. » D'autres fois plus longues, relatant des souvenirs que Marlène craignait d'oublier. L'endroit précis où Kenya aimait poser sa poupée préférée, la façon exacte dont elle tenait un crayon, le dessin de la tache de naissance sur son épaule gauche. Une fois par an, à l'occasion de l'anniversaire de Kenya, Marlène écrivait comme si sa fille avait toujours 5 ans, puis 6, puis 10. Elle achetait une carte d'anniversaire, la signait et la posait sur la bibliothèque. En 1994, Marlène avait cessé de parler à sa sœur Bernice. La dernière fois qu'elle s'était parlé, Bernice lui avait dit « Il faut que tu la laisses partir, tu ne vis pas. » Marlène avait raccroché sans un mot et ne l'avait jamais rappelé. Kenya n'était pas quelque chose dont il fallait se défaire. Elle avait été arrachée au monde, et Marlène ne savait pas comment faire pour pardonner une telle injustice. Pendant ce temps, Claude et Mick s'étaient fondus dans l'anonymat d'une autre ville.
Son nom ne figurait jamais sur la liste officielle des employés de la foire d'Easton. Il avait été embauché pour la maintenance par un sous-traitant tiers, aujourd'hui disparu. Il avait quitté la ville quelques jours après la fin de la foire. Personne ne l'avait remarqué. Personne n'avait cherché à le retrouver. Et son nom n'était jamais prononcé dans la maison de Marlène. Quant à Lucinda Byrne, elle n'avait jamais quitté Easton. Elle était restée dans sa maison, bleu pâle, à 2 pâtés de maison des terrains de la foire, celle aux volets fissurés et aux allées envahies. Dans les premières années, elle continuait de faire du bénévolat. Vendre de la barbe à papa, organiser les étiquettes pour retrouver les enfants perdus à son stand. Mais les gens commencèrent à remarquer qu'elle devenait étrange. Elle ne laissait plus les enfants s'approcher de l'arrière de sa maison. Un jour, elle hurla sur 2 garçons qui poursuivaient un ballon de football trop près de sa clôture. « Ne vous approchez pas du hangar !» disait-elle, la voix tremblante. Son hortensia fleurissait de façon anormalement généreuse chaque printemps, ses grosses fleurs violettes s'étalant sur les planches de bois comme une protection. Certains murmuraient qu'elle était juste excentrique. D'autres préféraient l'éviter complètement. En 1998, Lucinda cessa de se rendre à la foire. Elle quittait rarement son domicile. Les voisins la voyaient parfois parler seule, debout pieds nus sur le porche, la maison plongée dans l'obscurité jusqu'à l'aube. Elle mourut en 2004 d'une cause que la vie nécrologique qualifiait de naturelle. Sans enfants, sans famille connue. La ville prit possession de la propriété et la laissa à l'abandon. L'herbe poussa à foison. Les lianes étranglèrent dans les gouttières. Des chats errants s'installèrent sous le porche. À cette époque, Marlène avait déjà 50 ans. Ses genoux la faisaient souffrir. Ses mains tremblaient quand elle boutonnait ses chemisiers. Elle travaillait toujours au nettoyage du palais de justice et prenait un service de serveuse le matin au diner de Greer. Elle parlait peu, mais le nouveau personnel de Wade chuchotait à son sujet. On l'appelait « la femme dont l'enfant a disparu ». En privé, Marlène continuait d'écrire ses lettres. L'une d'elles, datée de 1999, se distinguait particulièrement. Plus longue que d'habitude et scellée dans une enveloppe. « Chère Kenya, aujourd'hui, tu aurais eu 15 ans. J'imagine que tu serais plus grande que moi maintenant, sans doute en train de lever les yeux au ciel quand je te demanderais de faire la vaisselle. Peut-être serais-tu sorti avec des amis aujourd'hui. Mais j'espère encore que tu voudrais toujours un gâteau, que tu me demanderais encore de chanter pour toi. J'entends toujours ton rire. Parfois, je l'entends même dans mes rêves. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'aime croire que tu es quelque part en sécurité. Peut-être pas ici, mais quelque part. Je t'aime aujourd'hui plus que jamais. Je t'aimerai toujours. Avec tout mon amour, maman. » Marlène la plia soigneusement et la déposa dans une boîte à cartes, sur l'étagère du haut du placard, juste à côté des sneakers neuves encore emballées, taille 11 pour enfants, la même qu'avant. En 2009, la ville d'Easton avait changé. Quelques nouvelles familles étaient arrivées. La foire avait désormais des sponsors et fonctionnait avec des terminaux de paiement par carte bancaire. Mais cette vieille maison sur Maple Hollow restait silencieuse. Les fenêtres couvertes de pollen, l'hortensia fleur prématurément abondante cette année-là. À côté, Reggie Drummond retroussa ses manches un matin et décida de reconstruire la clôture entre sa propriété et celle anciennement occupée par Lucinda Byrne. Il ne connaissait rien de l'affaire de Kenya. Il n'avait emménagé que 6 ans plus tôt. Mais ce matin-là, tandis que son chien Jiggs courait le long de la ligne de la clôture, le sol commença à bouger. Jiggs se mit à creuser près de l'hortensia. Au début, on ne voyait que de la terre. Puis quelque chose de mou, gris et flasque apparut. Reggie plissa les yeux et s'approcha. Une poupe, déchirée, pourrie, mais manifestement faite main. Il se pencha et retira la terre sur le ventre. Et là, en fil rose fané, on distinguait encore le nom, Kenya. Il se redressa lentement. Puis il remarqua ce que Jig mâchonnait à côté. Un petit os pâle. Ce n'était pas d'un animal que Reggie avait l'habitude de chasser ou d'écorcher. Ce n'était pas un os d'animal. Reggie Drummond n'appela pas immédiatement la police. D'abord, il resta là, immobile, la poupée de chiffon posée dans la terre, couverte de boue, ses cheveux en laine à peine accrochés au crâne. La lettre « I » du prénom était manquante. Seule tremblait, rongée par le temps et la pourriture,
les autres lettres roses inscrites sur le ventre. Reggie la retourna doucement dans sa main, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas le fruit d'un mauvais rêve. Puis il posa de nouveau son regard sur Jig, qui tenait quelque chose dans sa gueule. « Pose ça !» Le chien obéit, la queue remuant. Reggie tendit la main et l'objet tomba, un petit os délicat. Reggie posa un regard pensif sur le terrain, vers l'hortensia penchée sur la clôture brisée. Quelqu'un ou quelque chose était enseveli là. Il retourna silencieusement à son abri de jardin et revint avec une petite bêche, les genoux grinçant sous l'effort. 6 pouces sous la surface, la terre changea de couleur. Un éclat de rose affleura dans la poussière. Une petite chaussure d'enfant. Il la toucha délicatement, enlevant la terre. L'autocollant sur le côté était effacé, mais on devinait encore le dessin d'un ours enjoué. Reggie se redressa et regarda la maison d'à côté, celle qui appartenait maintenant à la ville. Les fenêtres crasseuses, le porche affaissé, personne n'y vivait depuis que la municipalité en avait pris possession. Reggie sortit son téléphone et appela le poste de police d'Easton. En moins de 10 minutes, 2 officiers arrivèrent, l'un jeune, l'autre d'âge moyen. Ils avancèrent d'un pas lent, incertain, comme s'ils n'avaient déjà pas envie d'être là. Reggie leur montra l'endroit. « C'est la poupée d'un enfant », dit le plus jeune. « Et ça, » répond Reggie d'un ton sec, « c'est un os. Votre chien l'a trouvé, non? Vous feriez bien de prévenir vos supérieurs. » Ils téléphonèrent au comté. En l'espace d'1 heure, un périmètre était délimité avec des drapeaux orange et du ruban jaune. L'unité médico-légale arriva de Saint-Joseph. L'hortensia fut coupée avec précaution. La terre autour fut tamisée et mise en sac. La première chose récupérée après la poupée fut la chaussure de l'enfant, rose avec un autocollant d'étoiles et une semelle craquelée. Ensuite apparut un collier de perles colorées, partiellement intact, formant les lettres « Kia ». Puis vinrent d'autres ossements, petits, fragiles, éparpillés parmi des vêtements en décomposition et une touffe de cheveux synthétiques. La sépulture n'était pas profonde. Pas de cercueil, pas de contenant, juste une empreinte molle dans la terre où un petit corps s'était autrefois replié sur lui-même. Lorsque le détective Darnell Boone arriva, il sut immédiatement ce qu'il regardait. Il n'habitait plus à Easton depuis l'adolescence, mais le nom de Kenya Edgewater vivait encore quelque part dans ses entrailles. Il se souvenait de la foire. Il se rappelait la photo collée à la fenêtre de la station-service, celle qui avait viré au blanc sous le soleil, ne laissant plus qu'un contour de sourire. Darnell s'agenouilla près du chantier de fouilles et fixa la poupée de chiffon. Elle était à peine reconnaissable, mais la couture en rendait l'identité indéniable. Il téléphona au laboratoire avant la tombée de la nuit. Le lendemain matin, il frappa à la porte de Marlene Edgewater. D'abord, elle ne répondit pas. Puis on vit les rideaux bouger. Enfin, la porte s'entr'ouvrit et Marlene apparut en robe de chambre, les yeux cernés de rouge. « Je sais qui vous êtes, dit-elle. À l'époque, vous étiez un gamin. Vous habitez près du moulin. »« Oui, madame, répondit Darnell d'une voix basse. »« Qu'avez-vous trouvé ?» La gorge de Darnell se serra. « Nous ne sommes pas encore sûrs à 100%, mais nous avons découvert quelque chose dans une cour sur Maple Hollow. Une poupée, des os, une chaussure, tous à proximité de l'ancienne propriété Rayburn. » Marlène resta muette. Ses jointures blanchirent autour du bouton de la porte. « Nous faisons des analyses ADN. Mais je voulais que vous l'appreniez par moi. » Elle le regarda par-dessus son épaule. L'air était immobile. Un seul corbeau croassa du haut d'un câble téléphonique. Enfin, elle recula d'un pas. « Vous voulez entrer ?» La maison n'avait guère changé. Les photos de Kenya ornaient toujours le couloir. Une paire de petites baskets trônait encore près du porte-manteau. Darnell remarqua une lettre pliée soigneusement à côté d'une vieille bougie sur la table. Il ne s'assit pas. Il resta debout au milieu de la pièce et lui raconta tout ce qu'il savait. Les ossements correspondaient à ceux d'une enfant de 5 ans. L'inhumation était peu profonde et probablement très ancienne. Le nom sur la poupée correspondait à celui de sa fille. Quelqu'un avait caché un enfant derrière un cabanon et avait planté des fleurs au-dessus. Marlène écouta sans cligner des yeux. Quand il eut fini, elle hocha lentement la tête et murmura « Elle n'aurait jamais lâché cette poupée. »« Pas à moins qu'elle ne soit déjà morte, » répondit Darnell, serrant la mâchoire. « Nous découvrirons qui a fait ça. »« Non, » souffla-t-elle doucement. « Vous découvrirez qui a laissé faire. » La semaine suivante,
Les tests ADN confirmèrent ce que tout le monde savait déjà. C'était bien Kenya Edgewater. Les journaux locaux publiaient l'information sous des titres feutrés. Reste identifié dans une arrière-cour d'Easton. Comme si ce nom n'avait aucune importance. Comme si l'enfant disparu 20 ans plus tôt n'était qu'une affaire de plus ressortie pour la forme. Mais pas pour Darnell, et encore moins pour Marlène, car quelqu'un avait vécu dans cette maison. Quelqu'un avait planté un arbuste. Quelqu'un avait contribué à camoufler la scène. Lucinda Harburn. Darnell sortit les anciens dossiers. Rapport d'entretien, liste du personnel de la foire, registre des bénévoles. Personne n'avait jamais interrogé Lucinda sur ce qu'elle avait vu. On l'avait simplement remerciée pour avoir aidé à réunir des enfants et leurs parents cette nuit-là, puis on l'avait renvoyée chez elle. Il prit la route pour la lisière de la ville, où il alla interroger le gardien du terrain de la foire, dans les années 80 et 90, un homme nommé Calvin Pike, surnommé Mosey. Mosey vivait désormais dans un établissement médical un peu perdu dans la brume, réputé pour murmurer des choses absurdes, mais Darnell voulait quand même l'entendre. L'infirmière l'avait prévenu. Il tourne en rond dans ses paroles, cela peut manquer de cohérence. Pourtant, quand Darnell s'assit en face de l'ancien, Calvin le fixa droit dans les yeux et déclara « Ils l'ont mise dans la caravane. »« Laquelle ?» demanda Darnell. « Celle derrière le carrousel. » Elle pleurait. L'homme lui a dit d'arrêter. Puis elle s'est tue. Darnell se pencha. « Quel homme ?» Calvin cligna des yeux. « L'homme avec les clés en badge. Pas des clés de police. L'autre genre, celle de l'entretien. » Puis il détourna le regard. Elle avait un ours sur ses chaussures. Un ours rose. Le cœur de Darnell se serra. Il se rassit, sortit la liste des employés de la foire de 1989. Claude Emick n'y figurait pas, parce que Claude Emick n'avait jamais rempli de formulaire. Il était payé en espèces, signé en bas d'une feuille, puis quittait la ville le lendemain de la disparition de Kenya. Darnell contempla la liste, puis la poupée posée sur son bureau. Claude Emick n'avait pas simplement disparu, il avait été effacé. Les anciens registres de la foire étaient inutilisables. Darnell Boone se trouvait dans le bureau des archives du comté, entouré de dossiers jaunis et de cahiers de comptes gondolés. Aucun n'était numérisé, la plupart étaient manuscrits à la mine de plomb ou en écriture tremblotante. La foire de 1989 n'avait pas de liste officielle pour l'entretien, seulement un registre des vendeurs, des responsables de stands et des bénévoles. Le sous-traitant qui fournissait la main-d'œuvre temporaire, Rebus Grounds and Event Services, avait fait faillite en 1993. Ses archives avaient été brûlées dans l'incendie d'un entrepôt. Pas de sauvegarde, pas de fiche sociale, juste une pile de feuilles de présence délavées avec des signatures à peine lisibles. Nulle trace du nom de Claude Emick. Pourtant, il y avait une inscription sur une feuille volante datée de 2 jours avant la disparition de Kenya. Une seule ligne. C. Emick. Nettoyage de la porte et de la caravane. $60 en espèces. Pas d'identifiant, pas de coordonnées, pas de suite donnée. Darnell s'assit, laissa échapper un long soupir. Toute l'affaire était passée au travers de cette unique bévue. Un homme a été payé en espèces pour travailler sans supervision autour d'enfants, sans vérification d'antécédents, sans photos, sans aucun dossier. Et 20 ans plus tard, il devait tirer ce fil à travers 2 décennies de silence et de pourriture. Ce soir-là, Darnell rentra chez lui avec les dossiers. Sa fille, Harmony, était assise en tailleur sur le sol du salon, entourée de planches à dessin et de crayons de fusain. Elle esquissait son propre visage pour un projet de cours d'art, mais s'interrompit lorsqu'elle vit la photo en noir et blanc qu'il posa sur la table. « C'est la petite fille ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Kenya Edgewater, 1989. » Harmony scruta attentivement l'image. Elle était un peu floue, sans doute prise par un parent ému, mais le sourire de Kenya restait visible, large et fier, assise sur un cheval du carrousel, une poupée de chiffon serrée contre elle d'une main, l'autre agrippée à la barre. D'autres enfants se devinaient à l'arrière-plan, têtes partiellement floues en plein mouvement. Un homme se tenait près de la clôture, presque hors champ. « C'est qui ?» demanda Harmony, pointant du bout de son crayon. Darnell ne l'avait pas remarqué auparavant. L'homme semblait plus âgé, peut-être dans la trentaine, vêtu d'une salopette et d'une ceinture à outils, avec un anneau de clé accroché sur le côté.
Son visage était à demi dans l'ombre, légèrement de profil, mais il n'était pas là par hasard. Il observait. «Entretien», murmura Darnell. Il attrapa la loupe dans le tiroir de son bureau et se pencha sur la photo. L'homme se tenait à côté d'une caravane, à moitié ouverte. Une main posée sur la poignée de la porte. L'autre tenait quelque chose de bas, trop flou pour l'identifier, mais les clés reflétaient la lumière. Pas des clés de police, pas des clés de stand, des clés de caravane, comme Mossy l'a dit. Elle a été emmenée dans une caravane, chuchota Darnell. Celle-ci, il examina à nouveau le bord flou de la photo. Le cartouche sur la porte de la caravane portait 3 lettres, à peine lisibles à l'encre passée. Rem-Claude M. Il n'avait pas besoin du nom complet. Il n'avait pas besoin d'un permis de conduire. Il lui fallait cette photo et un reçu papier établissant qu'un certain M était là ce week-end-là et était parti immédiatement après. À la fin de la semaine, Darnell avait retrouvé une annonce immobilière au nom d'un certain Carl Everson dans le parc à caravane de Blue Creek, à 3 heures de route. Le nom était propre, mais la date de naissance correspondait à celle d'Emick. Il sollicita discrètement un agent d'État pour obtenir accès au dossier professionnel de Carl Everson. Emick travaillait sous ce nom depuis 15 ans. Pas de poursuite, pas d'empreinte digitale, un casier vide comme un ciel sans nuages. Mais Darnell n'était pas dupe. Il prit lui-même la route vers Blue Creek. La caravane était d'un beige rouillé, avec un petit porche affaissé et une pelouse envahie par les mauvaises herbes. Un carillon fait de vieilles cuillères tintait doucement dans la brise. Une femme ouvrit la porte. La cinquantaine, cheveux remontés dans un foulard jaune. «Carl n'est pas là», dit-elle. «Détective Boone, unité des affaires non résolues de l'État», dit-il en exhibant sa plaque. «Savez-vous quand il rentrera?» Elle plissa les yeux. «Pourquoi?» «C'est à propos de quelque chose qui s'est passé en 1989, à la foire du comté d'Easton.» Son expression ne changea pas, mais la manière dont elle agrippait le chambranle montrait qu'elle était sur la défensive. «Carl n'est pas un mauvais homme», ajouta-t-elle d'une voix rapide. «Je n'ai pas dit le contraire. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque», poursuivit-elle. «Il m'a dit qu'il travaillait dans des foires et qu'il était parti après la disparition d'une petite fille. Ça le rendait malade, m'a-t-il confié. Il a voulu recommencer ailleurs. C'est tout ce qu'il m'a dit. Puis-je jeter un coup d'œil à l'intérieur?» Elle hésita, puis ouvrit la porte un peu plus. À l'intérieur, la caravane sentait le papier jauni et le tabac froid. Darnell aperçut des piles de journaux dans un coin, un fauteuil inclinable, craquelé, et un tableau d'affichage au-dessus de la table, couvert de vieilles photos de foire. L'une d'elles montrait un carrousel, celui où Kenya avait été photographié. Sur le réfrigérateur pendait un aimant de la foire d'Easton. Darnell prit en photo le tableau d'affichage avec son téléphone. 20 minutes plus tard, Carl Emick entra. Plus vieux, les cheveux grisonnants, un peu plus larges, mais ses yeux étaient les mêmes que ceux qu'Harmony avait pointés sur la photo. « Vous n'êtes pas de la police locale ?» croassa-t-il. « Non, répondit Darnell, mais j'appartiens aux forces de l'ordre. Je suis là au sujet de Kenya Edgewater. » Emick s'arrêta net dans l'embrasure de la porte. Ses épaules s'affaissèrent. Il s'assit sans qu'on le lui demande. « Je n'ai pas voulu lui faire de mal, souffla-t-il. » Darnell resta immobile. « Alors dites-moi ce que vous aviez l'intention de faire. » Emick baissa le regard, la voix brisée. « Je la suivais. Je jure que je ne faisais que chercher des outils. Elle a vu un lapin sous la caravane et s'est approchée. Je lui ai dit de repartir, mais elle voulait regarder. Puis elle a commencé à crier. J'ai paniqué. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne voulais pas. » Il se taisit, frottant ses paumes contre ses jeans. « Je suis allé voir Lucinda. Elle me connaissait. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait, qu'il valait mieux que personne ne soit au courant, que les gens blâmeraient pour la foire. Elle a dit que les enfants disparaissaient tout le temps, que ce n'était pas ma faute. Vous avez enterré une fillette de 5 ans dans son jardin. J'avais peur. Je voulais oublier, alors j'ai changé de nom. » Darnell le fixa un instant. Elle, au moins, n'avait pas pu oublier. L'aube à peine levée, l'équipe médico-légale arriva sur la propriété Rayburn avec des pelles, un radar de détection de sol et des kits scellés d'échantillonnage. Ce qui avait commencé comme l'appel d'un voisin et un jouet déterré par un chien était devenu une scène de crime officielle.
L'hortensia avait été taillée la semaine précédente, mais ses larges fleurs violettes jonchaient encore le sol, comme des pétales de deuil. Darnell Boone se trouvait près du cabanon et attendait. Il ne s'agissait pas seulement de vérifier la confession de Claude et Mick, il fallait prouver que Lucinda Rayburn n'avait pas gardé le silence par simple paresse. Elle avait activement aidé à enterrer la vérité. L'équipe commença à creuser. À 6 pieds du mur du cabanon, la pelle heurta un tissu. Un amas de velours côtelé rose en décomposition épousait encore des résidus de dentelle polyester. En dessous, une attache métallique rouillée, vraisemblablement d'une barrette d'enfant. Plus profondément, des fragments d'os, en grande partie éclatés, étonnamment préservés sous une zone d'argile compactée, puis enfin le bord d'une couverture pliée, tissée d'un motif floral bleu pâle et blanc, typique des années 1980, elle était d'une brutalité d'âge lorsqu'on l'étendit. Plusieurs parties se désintégrèrent sur place. Enroulé dedans, un petit toupet de cheveux, encore bouclé et subtilement teinté de roux, malgré la terre et le temps. Le médecin légiste de l'État confirma plus tard ce que Darnell avait déjà senti. Ce tissu n'avait pas été posé pour honorer l'enfant, mais pour retarder la putréfaction, afin que le jardin ne dégage pas d'odeur susceptible d'attirer l'attention. Marlène fut informée ce même soir. Elle ne pleura pas, s'assit simplement sur son canapé et hocha la tête lorsque Darnell lui annonça que les restes étaient suffisamment complets pour qu'elle ait enfin une sépulture digne, que le dossier serait clos après rapport et que les poursuites allaient se mettre en place. « Je savais, dit-elle en fixant le sol. Cette femme m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle espérait que Kenya reviendrait un jour, puis elle est retournée à ses hortensias. » Darnell resta silencieux. Il avait passé la journée à étudier les documents de Lucinda. En 1992, 3 ans après la disparition de Kenya, elle avait concédé à la ville une portion de son jardin pour modifier la limite de propriété. Un acte juridique étrange, jusqu'à ce qu'il réalise que cette modification déplaçait le cabanon et le parterre d'environ 4 pieds à l'écart de l'accès public. Une manière subtile de bloquer toute reconstruction ou réparation de la clôture qui aurait pu exposer la terre. Lucinda les avait tous déjoués pendant des années, emportant ses secrets dans la tombe. Pourtant, la confession de Claude et Mick avait tout changé. Témoignages, preuves et restes exhumés. Le procureur décida de lancer les poursuites. Mick fut inculpé pour coup involontaire ayant entraîné la mort, élimination inappropriée de restes humains et obstruction à la justice. Lors de sa première comparution, il ne leva pas les yeux et resta muet. Son avocat commença par plaider non coupable, mais la presse avait déjà tranché. Les gros titres encadraient la photo de Kenya. Découverte d'une poupée entraîne une arrestation dans une affaire classée depuis 20 ans. Mais derrière ces manchettes, quelque chose changeait à Easton. Les murmures reprenaient, cette fois non plus contre Marlène, mais envers ceux qui avaient su et n'avaient rien dit. Certains se souvenaient de l'effondrement de Lucinda au milieu des années 90. Un voisin évoquait l'appel qu'elle avait passé à la police pour signaler quelqu'un creusant près de son cabanon alors qu'il n'y avait personne. Un autre se rappelait qu'elle laissait de la nourriture près de la clôture, comme si elle voulait apaiser quelque chose enfoui dessous. Tout était là, enfoui trop profondément pour être supportable. Au terrain de la foire, les changements se mirent en place rapidement. Le carrousel fut mis à l'arrêt pour inspection, les remorques utilitaires enlevées et fouillées. L'une d'elles présentait une bosse intérieure correspondant à la forme approximative d'un crâne. Darnell fit analyser l'échantillon venu de cette fossette. Les résidus sanguins étaient trop dégradés pour être confirmés, mais l'empreinte parlait d'elle-même. Mick avait prétendu que Kenya avait paniqué et était tombée. Or, la fracture nette sur son crâne, l'absence de lésions défensives et la bosse dans la remorque indiquaient autre chose. Elle n'était pas tombée, elle avait été frappée. Peut-être pas pour la tuer, mais avec suffisamment de force pour étouffer un cri. Le procureur requalifia les chefs d'inculpation en meurtre au second degré. Marlène choisit de ne pas assister aux audiences. Elle ne voulait pas se retrouver dans la même pièce que lui. À la place, elle passa ses semaines à préparer un vrai enterrement. Des fleurs, une tombe, une vraie pierre tombale, une musique dont le programme arborerait la photo de Kenya. Elle fit restaurer la poupée de chiffon par une couturière locale. On ne put jamais la ramener à son état d'origine, mais les coutures furent renforcées, un bras recousu
et le prénom Kenya, brodé à nouveau dans un rose plus vif. La poupée fut déposée dans le cercueil, aux côtés des restes de sa fille. Le jour des funérailles, l'église était comble, non seulement de ceux qui avaient connu Kenya, mais aussi de ceux qui avaient grandi en entendant son nom murmuré comme un avertissement. La ville qui jadis avait détourné les yeux se présenta en chemise repassée et souliers poussiéreux, le visage serré par quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Darnell s'assit au fond de la nef, à côté d'Harmonie, qui tenait fermement le programme funéraire sur ses genoux. À l'avant, Marlène s'avança vers le lutrin, vêtu de bleu, exactement de la même nuance que la couverture dans laquelle Kenya avait été enveloppée. Elle ne lut pas de versets bibliques, n'imita aucun discours célèbre. Elle se contenta d'ouvrir un papier plié et de déclarer « C'est une lettre que j'ai écrite à ma fille pour son 10e anniversaire. Je ne savais pas si j'aurais un jour l'occasion de la lire à haute voix, mais je vais le faire maintenant. » Sa voix ne trembla pas d'une seule fois. Lorsque ces mots prirent fin, l'assemblée se leva d'un même mouvement. Les larmes coulèrent d'un sur de nombreux visages, puis des applaudissements éclatèrent d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Quand la cérémonie se conclut, Marlène avança lentement vers la tombe, y déposa la poupée réparée et glissa presque en murmurant « Maman est là, ma chérie. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. » Ce soir-là, le terrain de la foire s'assombrit. Pour la première fois en 100 ans, la foire du comté d'Easton fut officiellement suspendue. Plus de musique, plus de lumière, simplement le silence. Et à l'entrée, une petite plaque de bronze rappelait « En mémoire de Kenya Edgewater, 1984 à 1989. » Nous aurions dû chercher plus tôt. Nous aurions dû écouter plus fort. Les nuits à Easton furent un an plus calmes après les funérailles. Plus aucune musique de carnaval ne résonnait à travers les champs. Plus aucune foule ne se pressait près du carrousel. Pour la première fois en un siècle, le terrain de la foire du comté d'Easton resta immobile, comme si la terre elle-même pleurait. Marlène Edgewater ne retourna pas sur le terrain de la foire, pas même pour aller voir la plaque. Elle n'avait aucun désir de fouler l'herbe où le rire de sa fille s'était éteint. Son chagrin n'était pas un spectacle à offrir. Il vivait dans sa poitrine comme un deuxième cœur, battant plus doucement désormais, mais non moins permanent. Après l'inhumation, elle se mit, peu à peu, à ranger la chambre de Kenya, non par détachement, mais parce qu'elle voulait que sa fille repose en paix. Elle plia la couverture rose, rangea les petits chaussons dans une boîte et enveloppa délicatement la couronne dans du papier de soie avant de la placer dans un coffret en cèdre. Les baskets lumineuses qu'elle achetait chaque année, elle les donna à un refuge pour enfants. Puis le dernier jour, elle se tint au centre de la pièce vide, ferma les yeux et murmura « Merci d'avoir attendu ». Il ne s'agissait jamais de tourner la page. Il s'agissait enfin d'avancer avec la vérité. Le détective Darnell Boone remit son rapport final au bureau de l'État à la mi-novembre. Claude et Mick resta en détention, dans l'attente de son procès pour meurtre au second degré. Aucune négociation ne serait conclue. La pression du public, les gros titres, les revendications des associations locales, rien ne permettrait que l'affaire disparaisse à nouveau. Pourtant, quelque chose assura Darnell qu'il avait fait ce qu'il fallait. Assis un soir dans son bureau, il feuilletait la photo qu'Harmonie avait prise de Kenya sur le carrousel, où l'on voyait la caravane et l'homme en arrière-plan. Il avait imprimé 2 exemplaires, un pour le dossier de preuve, un autre qu'il gardait chez lui. Mais cette nuit-là, en revenant de la machine à café, il distingua sur le 2e exemplaire quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. Un 3e personnage, dans un coin lointain de l'image, presque dissimulé par la toile du stand et masqué par l'éblouissement du soleil. Une femme. Son visage était de profil, à moitié tourné, mais sa silhouette ne laissait aucun doute. C'était Lucinda Rayburn, coiffée de sa visière fétiche, debout près du bord du carrousel, à quelques pas de l'endroit où Kenya avait été. Darnell n'en avait aucun souvenir. Le lendemain matin, une enveloppe apparut sur son bureau. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, simplement un dossier Manila glissé entre d'autres fichiers pendant son absence. À l'intérieur, une photographie. La même image qu'Harmonie avait découverte, mais cette fois marquée au stylo rouge. Un cercle autour de la caravane, un second autour de Claude et Mick, et un 3e autour de Lucinda. Au dos, une seule phrase écrite en majuscule. Elle a tout vu. Darnell se renversa dans son fauteuil, un frisson lui parcourant les bras.
Quelqu'un savait depuis toujours et était resté silencieux. Mais qui? Lucinda n'avait pas d'enfant, aucun parent référencé. Son testament léguait la maison à la municipalité. Sa nécrologie se limitait à 2 phrases. Pourtant, quelqu'un, quelque part, avait gardé cette photo durant 20 ans. Quelqu'un avait attendu qu'il soit sûr d'envoyer ce message. Darnell consulta de vieux registres de quartier. Un nom attira son attention. Darla Timon, une adolescente qui faisait parfois du babysitting chez les voisins de Lucinda en 1989. Dans une note de 1993, Darla avait signalé anonymement qu'elle avait entendu Lucinda se disputer, tard la nuit de la semaine de la foire, avec un homme dans son jardin. Aucune suite n'avait été donnée à cet appel. Darnell retrouva Darla, maintenant dans la quarantaine, résidant dans l'Illinois. Elle décrocha au deuxième son de téléphone. « Je sais pourquoi vous appelez, dit-elle. Vous avez envoyé la photo. J'avais 16 ans. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Puis les années ont passé. J'ai cru que je me trompais. Mais quand j'ai vu la nouvelle, quand vous l'avez arrêtée, j'ai su que je l'avais vue cette nuit-là. Elle criait après lui, lui disant de ne pas laisser de cadavre. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? Parce qu'elle me terrifiait, et parce que la police avait fait passer Marlène pour folle, comme si elle avait fait quelque chose. Je n'étais pas courageuse. Je suis désolé. » Darnell ne la jugea pas. Le silence avait toujours été la première langue d'Easton. Mais enfin, quelqu'un venait de le briser. La photo fut ajoutée au dossier. Elle ne changerait rien à l'issue du procès. Lucinda était morte, mais son importance restait majeure, car elle prouvait ce que Marlène avait toujours affirmé. On n'avait pas raté Kenya parce qu'on ne la cherchait pas. On l'avait ratée parce qu'on ne voulait pas vraiment la voir. Une semaine plus tard, Darnell rendit visite à Marlène avec une copie du rapport enrichi. Elle l'invita à entrer. Une théière fumante siffla sur la cuisinière, et sur la cheminée trônait un nouveau portrait de Kenya, agrandi, entouré d'un cadre en bois, avec un œillet rose glissé dans un coin. « Je ne sais pas si ça rendra les choses meilleures, » dit-il en tendant la photo annotée et le message au dos. « Mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Marlène contempla l'image, son visage demeurant impénétrable. « Je l'ai toujours su, » murmura-t-elle. Lucinda n'était pas du genre à ne rien voir. Ses yeux étaient toujours ailleurs. Il n'appartenait pas vraiment à cet endroit. « Elle protégeait Emick, » avança Darnell. « Elle se protégeait, » corrigea Marlène. « Et elle protégeait la foire, la ville qui lui souriait. » Elle posa la photo sur la table et but une gorgée de son thé. « Je pensais que j'étais folle, » ajouta-t-elle, s'adressant à l'air, s'adressant à mon bébé. « Mais je n'étais pas folle. J'étais juste seule. »« Vous ne l'êtes plus, » dit Darnell. Ils restèrent un moment en silence. Pas de bruit, seulement le vrombissement du réfrigérateur et le léger sifflement de la bouilloire qui continuait de libérer sa vapeur. Marlène le raccompagna à la porte et lui tendit une lettre pliée. « Donnez-la à celle qui viendra après, » dit-elle. « À celle qui attend encore. J'espère qu'on ne lui fera pas attendre 20 ans. » Darnell acquiesça. Il ne dit pas au revoir. Il descendit simplement du perron et laissa le froid lui glacer le visage. Cette nuit-là, il déposa le dernier document. L'affaire était officiellement close, les poursuites en cours, les restes rendus et enterrés avec dignité. Mais le silence persisterait toujours, car la vérité n'avait pas été seulement enfouie dans un jardin. Elle avait été enterrée dans la mémoire de toute Easton, dans chaque voisin qui était resté silencieux, dans chaque officier qui avait cru la mère folle, dans chaque visiteur de la foire qui avait souri en passant à côté d'une petite fille qui n'aurait jamais eu la chance de grandir. Et parce que quelqu'un avait conservé cette photo, quelqu'un d'autre avait entouré Lucinda. Et quelqu'un, quelque part, avait attendu 20 ans juste pour murmurer la vérité.